Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Nomination du nouveau Premier ministre en Algérie, Nadir Larbaoui, a été nommé par le président Abdelmadjid Tebboune le 11 novembre dernier. Il remplace à ce poste Aymen Benabderrahmane, démis de ses fonctions par le chef de l'État le même jour. Comment le secteur privé renforce le dynamisme économique national? Selon les autorités ivoiriennes, ceci est possible grâce à l'ouverture aux partenariats internationaux et au dialogue public-privé. Décryptage dans ce journal. Et puis, le bal occidental, c'est le titre du nouvel album de l'artiste musicien béninois Adonis, celui qui a commencé la musique à l'âge de 13 ans grâce à sa mère qui tenait une chorale dans son village. C'est ensuite son père qui consolide son cheminement grâce à la chanson Sarbacane de Francis Cabrel. Il sera avec nous en fin d'édition pour en parler. Mais tout d'abord, au Sénégal, une nouvelle coalition de l'opposition a vu le jour ce samedi 11 novembre. Le Front pour l'exclusivité et la transparence des élections, FIT, qui signifie courage en Wolof, est composée de 35 membres. Elle prône l'organisation d'une élection transparente, libre et dénonce un recul démocratique sous la présidence du président Macky Sall. Parmi ses membres, des figures de l'ancien parti PASTEF d'Ousmane Sonko et des personnalités politiques de premier plan comme Aminata Touré, l'ancienne Premier ministre. Dans son plan d'action, le FIT prévoit le recours devant la Cour suprême pour l'annulation du décret portant nomination des nouveaux membres de la Commission électorale nationale autonome. L'autre action est d'aller à la rencontre avec les centrales syndicales, la société civile et avec les partenaires techniques et financiers pour alerter sur la situation sociopolitique du pays. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a nommé Nadir Larbaoui nouveau Premier ministre. Selon un communiqué de la présidence rendu public ce samedi 11 novembre, Nadir Larbaoui remplace à ce poste Aymen Benabderrahmane, démis de ses fonctions par le chef de l'État. Il avait été désigné Premier ministre en juin 2021. La nomination d'un nouveau chef du gouvernement en Algérie intervient près d'un an avant l'élection présidentielle prévue en décembre 2024. Mildred Yamou. L'Algérie a un nouveau chef du gouvernement. Le président Abdelmadjid Tebboune a nommé Nadir Larbaoui, nouveau Premier ministre du pays, selon un communiqué de la présidence de la République rendu public le 11 novembre 2023. Nadir Larbaoui remplace à ce poste Aymen Benabderrahmane, démis de ses fonctions par le chef d'État. Aymen Benabderrahmane avait été désigné Premier ministre en juin 2021. La nomination d'un nouveau chef du gouvernement en Algérie intervient près d'un an avant l'élection présidentielle prévue en décembre 2024. Et là, je crois qu'Abdelmadjid Tebboune, à travers cette nomination, vise finalement le second mandat auquel il prétendra sans aucun doute à partir de l'année prochaine. Je pense qu'il s'agit là, en tout cas, d'une décision stratégique pour le clan Tebboune en vue de la présidentielle de 2024. Et puis, il faut bien admettre que l'ancien Premier ministre était un petit peu en deçà de ce qu'on pouvait attendre. Monsieur Benabderrahmane n'était pas à la hauteur finalement de la posture du Premier ministre. Avant d'être nommé Premier ministre, Nadir Larbaoui, âgé de 74 ans, était le directeur de cabinet à la présidence algérienne depuis mars 2023. Riche d'une longue carrière diplomatique, il a auparavant occupé les fonctions de représentant de l'Algérie auprès de la Ligue arabe et de représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies. Ancien avocat et joueur international de l'équipe algérienne de handball, Nadir Larbaoui est le collaborateur le plus influent et le plus proche du président Tebboune, selon des sources locales. Tous les voyants sont au vert pour qu'Abdelmadjid Tebboune rempile pour un second mandat. Cela dit, il prend tout de même ses précautions en changeant de Premier ministre, en assurant une garde rapprochée beaucoup plus connectée aux affaires du gouvernement et en se tenant proche finalement des décisions qui peuvent être prises en dehors de la présidence.
Ce remaniement intervient après que le président Abdelmadjid Tebboune a exprimé sa désatisfaction quant à la gestion des tensions liées à la disponibilité des denrées alimentaires et la concrétisation de certaines décisions présidentielles. Il y a un mois, le chef d'État avait également ordonné la réorganisation des services de la présidence, notamment la nomination de nouveaux conseillers, pour suivre efficacement la mise en œuvre des orientations gouvernementales. Le dynamisme du secteur économique ivoirien est possible grâce à son ouverture à tous les partenaires internationaux et au dialogue public-privé. Le secteur privé devrait contribuer à environ 75% au nouveau plan national de développement 2021-2025, a souligné le ministre ivoirien du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME lors d'une interview exclusive accordée à Africa 24. Marcel Kouassi. En Côte d'Ivoire, le gouvernement entend soutenir davantage le secteur privé pour accroître ses résultats sur l'économie. Pour y arriver, les autorités du pays envisagent d'emmener le secteur privé à contribuer à hauteur de 25% au produit intérieur brut du pays, contre 20,5% en 2021, et de créer plus de 90% des emplois d'ici à l'horizon 2030. Dans le cadre du Plan national de développement PND 2021-2025, estimé à 90 milliards d'euros, le secteur privé devrait contribuer à hauteur de 75%, souligne le ministre ivoirien du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME dans une interview exclusive accordée à Africa 24. Dans le cadre du PND 2021-2025, 75% de ce financement des 90 milliards d'euros est attendu du secteur privé national, régional et international. Donc, et tout ça pour pouvoir s'intégrer en fait dans cette chaîne de valeur avec les opportunités que nous avons aujourd'hui, au-delà de la communauté économique régionale CEDEAO, avec aujourd'hui la zone de libre-échange continentale africaine. Il est important d'être compétitif à l'effet, en tout cas, que là, on puisse attirer, en tout cas, pas mal d'investisseurs chez nous pour pouvoir vendre les produits sur le continent africain. Dans le cadre de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se jouera dans le pays du 13 janvier au 11 février 2024, cet événement d'envergure sera l'occasion, selon le ministre, de valoriser le savoir-faire artisanal et manufacturier des artisans et industriels ivoiriens. Vous comprendrez que ça sera une bonne opportunité pour nos artisans et nos commerçants pour faire des affaires, et ils sont en train de s'organiser pour cela avec l'appui des ministères concernés, à l'effet d'avoir des espaces de commerce, des espaces d'artisanat, non loin en fait des différents stades ou des fan zones, pour que les Africains qui viennent en fait puissent également découvrir le savoir-faire, le génie créateur des artisans ivoiriens et également de tout ce qui est produit en Côte d'Ivoire, du Made in Côte d'Ivoire. Premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou, la Côte d'Ivoire enregistre l'un des taux de croissance économique les plus rapides et soutenus en Afrique subsaharienne depuis plus de 10 ans, une croissance du PIB réel de 8,2% en moyenne sur la période 2012-2019. L'aéroport international Dr Antonio Agostinho Neto est désormais opérationnel en Angola. Le président João Lourenço a inauguré ce jeudi 10 novembre le nouvel aéroport situé au sud-est de la province de Luanda. Cette infrastructure estimée à plus de 2 milliards de dollars a une capacité prévue de 15 millions de passagers par an et une capacité annuelle de fret de 130 000 tonnes. Mildred Yamou. Le président angolais João Lourenço a inauguré le 10 novembre 2023 l'aéroport international Dr Antonio Agostinho Neto. La nouvelle infrastructure, située dans la municipalité d'Ikolo et Bengo, au sud-est de la province de Luanda, s'étend sur une superficie de 75 km² pour un coût estimé à plus de 2 milliards de dollars. Elle a une capacité prévue de 15 millions de passagers par an et une capacité annuelle de fret de 130 000 tonnes. C'est un grand gain pour le secteur des transports. Cette infrastructure importante servira non seulement l'Angola, mais servira en tant que hub de transport aéroportuaire pour l'Afrique et pour le monde. La mise en service de l'aéroport international Dr Antonio Agostinho Neto se déroulera en 3 phases. La première phase est consacrée au service de fret jusqu'en février 2024. La deuxième phase, qui débutera en février 2024, comprendra les services domestiques
et les services internationaux sont prévus en juin 2024. Le nouvel aéroport va stimuler le commerce, l'industrie du transport et touristique de l'Angola et devrait contribuer à la diversification de son économie qui repose à plus de 90% sur le pétrole. Quando os estudos assim o aconselharem, Quand les études conseilleront, il y aura d'autres travaux à réaliser, à savoir la possibilité de construction d'un autre terminal et une piste. Ces travaux permettront à terme à l'aéroport d'accueillir 65 millions de passagers par an. cerca de 65 milhões de passageiros ano. Le président João Lourenço a déclaré que la gestion de l'aéroport sera confiée à un opérateur privé compétent afin de permettre à l'infrastructure d'être une source génératrice de revenus pour l'État. La désignation du nouvel aéroport est une reconnaissance des œuvres du premier chef d'État Antonio Agostinho Neto en faveur de la liberté et de l'indépendance du peuple angolais. Précisons que l'inauguration de l'aéroport international Dr Antonio Agostinho Neto a eu lieu la veille des 48 ans d'indépendance de l'Angola, célébré le 11 novembre 2023. Dans l'actualité culturelle et musicale à présent, il a commencé la musique à l'âge de 13 ans grâce à sa mère qui tenait une chorale dans son village. Il va continuer à consolider son cheminement artistique avec son père qui lui fait découvrir la chanson sarbacane de Francis Cabrel, son idole. Celui qui gratte la guitare avec perfection, sans fausse note, s'appelle Adonis. Il nous vient du Bénin. Ses chansons parlent de voyage, d'amour, de fatalité ou de surprise de la vie. Son prochain album, Le Bar Occidental, sort officiellement le 24 novembre prochain. Adonis est l'invité de cette édition. Bienvenue sur Africa 24. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour. C'est à l'âge de 13 ans que vous débutez votre aventure musicale. Racontez-nous comment ça s'est passé. Alors, c'est très marrant l'histoire de la musique chez moi, puisque c'est né d'un conflit à la maison, tout simplement. C'est-à-dire maman qui était très très chorale dans ce petit village où on s'était installé, qui s'appelle Zé, et papa qui était très école et très excellence. Voilà. Donc du coup, j'ai dû vraiment essayer de jongler entre les deux. Parfois, c'était compliqué. Et finalement, je me rends compte aujourd'hui que ces deux-là m'ont nourri vraiment. Donc une approche beaucoup de plaisir que j'ai appris avec ma mère par rapport à la musique. Et mon père qui avait cette exigence quand même, donc la guitare, les accords, le texte. Voilà. Vous venez de finaliser votre nouvel album, le 3e d'ailleurs, intitulé Le Bar Occidental. De quoi parle cet album? Alors, c'est un titre que j'avais en tête depuis un bon moment parce que donc c'était le nom tout simplement d'un bar à Cotonou. Et ça m'avait toujours inspiré le fait que je me suis dit, en fait, moi, dans mon idéal, ma musique, j'aimerais que ce soit comme un bar occidental, c'est-à-dire un endroit où il y a plein de gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Donc des Français, des Américains, des Africains qui se brassent et où les attentes sont parfois contradictoires. Certains viennent trouver l'amour et d'autres viennent parce qu'ils ont perdu l'amour. Donc c'est un peu, donc j'ai juste piqué le nom de ce bar et voilà, je l'ai utilisé. Vous avez quitté le Bénin pour vous installer en France en 2011. Quelles sont les sonorités béninoises ou africaines qui inspirent votre création musicale? J'ai grandi en écoutant, alors, donc ça c'était vraiment à la maison, Myriam Makeba, une personne que j'ai eu la chance de rencontrer l'année dernière et qui m'a reçu dans sa loge, c'est Angélique Kidjo à la Philharmonie. Donc c'était vraiment... donc j'ai été imprégné un peu dans ces sonorités, beaucoup de percussions et une énergie en fait. Donc pour moi c'est un peu la figure féminine musicale, voilà, l'énergie, la percussion. Et de l'autre côté, il y avait ensuite les sonorités très littéraires de gens comme Brassens, Brel, évidemment Francis Cabrel. Vous dites, je cite, « Je suis un gamin qui a toujours voulu être quelqu'un qui brille ». Comment expliquez-vous cela? Et où en êtes-vous pour votre conquête de la scène musicale à l'international? Alors, je dirais que la vérité même, c'est qu'avant même que je ne pense à la musique, moi, je pensais à une chose, tout simplement, quand j'étais enfant, c'est comment faire pour être célèbre, pour briller le plus possible. Mais derrière ça, je pense qu'il y avait surtout ce rêve-là d'être une sorte de lien, en fait, entre des gens supposés différents. Et la musique, j'ai commencé à comprendre très vite que grâce à la musique, parce que j'étais aussi quelqu'un d'un peu timide quand même, mais grâce à une guitare, à des notes, à des paroles, eh ben, j'avais l'impression que le temps d'une chanson, il n'y avait plus de blanc ou de noir, ou de pauvre ou de riche.
Et donc pour moi, c'était voilà, c'est comme ça que je me suis mis à la musique, vraiment comme un prétexte en fait pour voilà, être utile un peu aux gens, à ce monde. Mais en même temps, je sais que c'est un peu naïf, voilà. Mais je garde un peu cette naïveté. Là, vous parlez de guitare. Francis Cabrel, c'est quoi votre histoire avec ce chanteur? C'est une histoire un peu folle. Parce que donc, j'arrive en France en 2011. J'ai perdu mon père entre-temps, évidemment. Mais justement, juste avant ça, je me suis beaucoup réintéressé à ces vinyles qu'il avait laissés, que je boudais beaucoup au départ, comme tout ado qui se rebelle. Et en fait, ça a été vraiment un gros coup de cœur pour moi. En même temps, ça m'intimidait beaucoup. Donc, j'avais un rapport un peu contradictoire à Francis Cabrel. J'arrive en tout cas en France. Donc, déjà avant ça, au Bénin, je sors un album vraiment sans grande prétention et tout. Et j'ai été surpris, dépassé par le fait que les médias au Bénin, à Cotonou, mais dans tout le Bénin, s'en sont saisis. Donc ça va être ma première expérience de la scène, mais vraiment au dernier, à l'arrache, quoi. Et c'était génial. Ça m'a appris donc déjà à faire plein de concerts dans plein de villes au Bénin, à découvrir mon pays finalement. Et donc, après ce succès-là, entre guillemets, j'avais envie quand même d'aller beaucoup plus loin. Et moi, je rêvais de l'Olympia, de jouer dans une grande salle. Je voyais les lettres rouges, Adonis écrit en grand. Et donc, j'arrive et quelque part, je me disais, ce serait bien, j'aimerais faire plaisir à mon père. Surtout parce qu'il n'est plus de ce monde, en fait. Et donc, bon, c'est une idée que j'ai dû oublier avec les galères de début, trouver un job et tout ça. Et finalement, pendant le Covid, donc j'avais sorti un album où je n'avais pas pu faire de la scène, évidemment, parce que c'était en plein confinement et tout. Mais j'ai eu cette chance que grâce à cet album, j'ai fait une rencontre géniale. Donc, Estène de Hutte, qui est le réalisateur de mon nouvel album, Le Bar Occidental, et qui ensuite m'invite dans leur studio. Et c'était où? À Stafford, me présente Aurélie, qui est la fille de Francis Cabrel. Donc, je rigolais, quoi. Je me disais, mais c'est une vraie ironie du sort. Sauf que je sors du studio pendant qu'on finissait d'enregistrer une chanson et là, je tombe vraiment sur Francis Cabrel. Et là, j'étais... L'idole de votre père. Voilà, je le regardais, mais je voyais mon père, quoi. Je ne le voyais même pas lui-même. C'est dommage, mais voilà, je voyais vraiment mon papa et voilà, c'est ça. Quels sont vos futurs projets, des projets qui vous tiennent justement à cœur? Alors, je me sens vraiment très chanceux actuellement puisque finalement, mes rêves d'enfant, j'ai l'impression qu'ils sont en train de se réaliser à leur petite échelle, mais à leur échelle pour moi qui est très importante. Le 19 novembre, je fais le concert de lancement de l'album, de la sortie de l'album à Paris. Paris, pour moi, c'était vraiment cette ville dont je rêvais. Et finalement, ça prend l'allure d'un vrai bar occidental, puisque j'ai des gens qui viennent d'Astaffort, des gens qui viennent du Bénin, des Béninois y seront, des gens qui viennent d'Orléans, où je suis installé désormais, d'un peu partout. Il y a même des amis américains qui comptent venir. Donc voilà, il y a cette date qui m'est très, très chère. Il y a ensuite le 26 novembre, où j'ai eu l'honneur d'être invité par l'association Orléans-Paracou, qui fête les 30 ans d'amitié de la ville d'Orléans et celle de Paracou. Paracou, c'est une ville du Bénin. Paracou, c'est la ville où j'ai eu mon premier coup de cœur, mon premier amour d'adolescent. Et donc, je vais jouer justement pour cette occasion. Et enfin, je vais aller en Lausanne, donc c'est en Suisse. Ça va être la première fois pour moi où je vais rencontrer des élèves qui s'intéressent au Bénin. Donc, j'aurai la chance et l'honneur de les accompagner pour aller découvrir mon pays et dans le cadre d'un projet solidaire. Voilà. Une partie de votre chanson, Les Papiers, a été tournée au Bénin. Quelle est l'histoire de cette chanson? Aviez-vous besoin de rassurer votre maman? Complètement. En fait, quand j'ai voulu démarrer ce projet sur le bar occidental, je me suis dit, je veux commencer par dire la vérité. C'est-à-dire que, en gros, je me suis rendu compte que depuis que je suis venu en France, donc en 2011, c'était la seule fois où j'avais commencé dans ma vie à mentir énormément à ma mère. Et mentir, je vais dire un peu par amour. C'est-à-dire qu'elle me demandait comment ça va. Je dis, ça va super bien. Et donc, j'ai fini par écrire une chanson un peu qui est comme une confession où je lui dis, ok, bon, voilà, ça n'allait pas forcément très bien, mais ça va quand même. Donc, c'était la chanson Les Papiers. Merci beaucoup, Adonis. C'est moi. D'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes artiste musicien. Le Bar Occidental est votre prochain album qui sort le 24 novembre prochain.
Nous allons nous dire au revoir avec une chanson qui vous tient à cœur, qui vous rappelle votre maman. Avec plaisir. Les papiers. Tout de suite. Maman, c'est minuit. Rendez-vous Roissy. Je m'envole, je perds pied. Je suis dans le grand oiseau qui tremble au-dessus de l'eau. Maman, je vais tomber. Mon yafio na eche. Mon yafio. Mon yafio la na eche. Ma yafio la